Bonjour et bienvenue au CPE Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager ses connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème des enfants à besoin de soutien particulier. Nous regarderons les stratégies à adopter pour en faciliter leur inclusion. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous David Guy Lalonde, psychoéducateur, conférencier et auteur, ainsi que Christine Morancy, éducatrice spécialisée au CPE Pirouette. Ne manquez pas notre segment « Faire la différence » où nous allons partager le parcours d'une personne passionnante. Bonne émission. Bonjour Christine, David, merci d'être avec nous ce matin. Quel est le regard qu'on porte sur des enfants à besoins particuliers? Pour moi, j'aimerais commencer par définir c'est quoi un regard. C'est une des parties les plus puissantes du non-verbal. Parce que pour moi, un regard, c'est condamné à être sincère, parce que c'est directement connecté sur ce qui se passe en dedans. Et puisque c'est condamné à être sincère, bien, l'enfant ressent cette sincérité quand il voit notre regard. Et donc, je pense qu'on veut vraiment être conscient de qu'est-ce qui se passe en dedans de nous quand on regarde l'enfant. Parce que si ce qui est en dedans de nous, c'est de la méfiance, ou du mépris, ou du doute, ça va transparaître dans le regard et l'enfant pourrait percevoir ça. Et ça pourrait teinter son propre regard sur lui-même éventuellement, puis ça, on veut pas ça. Mais si ce qu'il voit, c'est des regards qui sont fiers de lui dans tout ce qu'il arrive à développer à sa façon puis à son rythme, et là, ça va teinter l'image qu'il a sur lui-même et ça pourra faire en sorte que ça va optimiser son potentiel. Souvent, on pose la question que les enfants ont besoin de soutien particulier. Comment on fait pour respecter leur rythme, qui est différent des autres enfants, bien évidemment? Bien, c'est vraiment d'avoir de la souplesse dans ce qu'on fait. J'ai une expérience que j'ai vécue là, la semaine dernière où, c'est ça, les enfants sont installés à la table, puis il y a cet enfant-là qui est à part, il est comme à une table, puis il continue son jeu, il a vu, il a entendu, il a vu ce qui se passait, mais l'éducatrice l'a interpellé à quelques reprises pendant le temps du repas, puis il choisit d'être là, puis quand à peu près tout le monde est sorti de table, bien là, l'éducatrice lui relance encore, tu sais, est-ce que tu viendrais t'installer à la table, est-ce que tu es prêt pour manger maintenant? L'enfant, il s'est levé, il a rangé son jeu, ses coquilles, il est venu s'installer à la table, elle lui a mis son assiette, il a mangé son repas et il a poursuivi la routine comme tout le monde. Donc, c'est possible de cohabiter, que ça ne va pas nécessairement tout déranger le groupe. Au contraire, tu sais, chacun a eu le temps de faire les choses à son rythme, puis voilà. Puis cet enfant-là, il a quand même dîné dans un climat calme, tout était calme, donc c'est ça. C'est ça aussi, là, respecter le rythme. Quelle stratégie vous utilisez avec un enfant qui rentre en opposition, des choses qui peuvent arriver dans le quotidien? Pour moi, l'opposition, c'est cette prise de conscience que l'enfant a du pouvoir qu'il a sur sa vie, sur lui-même, sur son environnement. Puis ce pouvoir-là, dans la deuxième année de vie, il est très nouveau et il est très brut. Et je pense que notre mission en tant qu'acteur et actrice éducatif, c'est de l'encadrer puis de l'envelopper pour que ce pouvoir-là puisse se raffiner à travers le temps. La dernière chose qu'on voudrait faire, c'est de casser ce pouvoir-là, parce que pour moi, dans l'opposition, il y a deux choses principales. Oui, il y a du pouvoir qui est en dessous, mais il y a une affirmation de l'enfant. Il y a le pouvoir de se protéger également aussi. Puis, si on casse ça dans la petite enfance, on casse sa capacité à s'affirmer puis à se protéger, et là, on lui rend vraiment pas service pour le reste de sa vie. Et pour moi aussi, un enfant qui s'oppose, c'est un enfant qui se contracte. C'est un enfant, parce qu'il se protège, bien, il se contracte, il se défend. Et donc, souvent, ce que ça fait chez l'éducateur ou l'éducatrice, c'est que ça va créer une contraction aussi. C'est normal. C'est comme un réflexe naturel. Quand la contraction, pour moi, c'est contagieux. Et donc, quand l'éducateur ou l'éducatrice est conscient qu'il est en train de se contracter face à l'enfant qui s'oppose, s'il en est conscient, il peut essayer de se ramollir, de se flexibiliser, de s'assouplir, de s'ouvrir et d'être curieux pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière le comportement d'opposition. Parce que si on met le doigt sur ce qui se cache derrière, eh bien là, on va pouvoir essayer de prendre soin de ça. Et l'enfant qui est témoin de l'éducateur ou de l'éducatrice, qui est en train de prendre soin de ce que lui essaie de protéger, mais c'est comme si après ça, la résistance, elle n'a plus lieu d'être, elle est plus nécessaire. Parce qu'on devient dans l'équipe de l'enfant. Puis quand l'enfant réalise qu'on est dans son équipe, mais là, l'opposition, elle peut vraiment diminuer ou se dissoudre. Puis, tu sais, un autre petit ajout aussi, c'est que des fois, un enfant qui s'oppose, ça peut être un enfant qui comprend pas bien qu'est-ce qu'on attend de lui. Ouais. Donc ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Un autre exemple, tu sais, il y avait une première sortie. Pour la première fois, on allait glisser au parc. Là, il y avait de la neige et tout ça. Puis l'enfant, il tournait en rond. Là, il voulait pas collaborer. Puis là, peut-être qu'il comprend pas, peut-être qu'il sait pas ce qu'on va faire. J'ai fait comme un dessin à main levée, là, tu sais, dessiner une maison. Ça, c'est la garderie, un chemin. On va aller là, on va tourner là, on va aller là, puis on va arriver au parc. Puis là, au parc, il y a une montagne, puis on va glisser. Là, il m'a regardé, il a fait « Ah, OK ». Il est allé, il a fait toute sa routine, puis il a continué ses affaires, puis finalement, il a eu super du fun au parc, là, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, il faut voir, est-ce que l'enfant comprend bien là, ce qu'on est en train de lui dire, puis, tu sais, de valider ça, là, dans le fond. OK. Pourquoi un enfant peut avoir des comportements agressifs, et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Pour moi, l'agressivité, c'est une pulsion qui est universelle, que tous les enfants ont en dedans d'eux. Et pour moi, cette pulsion-là, c'est vraiment une énergie qui est disponible et qui est très puissante. Ceci dit, cette énergie, elle peut se canaliser dans deux types d'expressions. La première, ça peut être très destructif, donc ça peut se basculer dans la violence. Et là, ça, on veut pas ça. Et je veux rappeler que l'énergie agressive, elle peut aussi être utilisée de façon constructive, de façon saine. Par exemple, pour mettre ses limites, pour se protéger. Mais encore là, quand on est tout petit, cette énergie, elle est très, très brute. Et parce qu'elle est très brute, on va vouloir, encore une fois, la raffiner, l'encadrer, l'envelopper pour que cette énergie agressive puisse devenir justement prosociale et constructive à travers le temps. Je pense que ça revient quand même, beaucoup à ce qu'on dit depuis le début, là, d'être à l'écoute de l'enfant, de se placer à sa hauteur, puis effectivement de mettre la limite, de ne pas accepter, là, mais qu'est-ce que l'enfant peut faire? S'il ne peut pas faire tel comportement, bien, quel comportement on attend de lui? Puis aussi, dans l'intervention, de nommer ses émotions, nommer sa colère. Je vois que tu es en colère. Et là, je vois que tu tapes du pied. Nommer des signes physiologiques de comment se témoigne cette colère-là, puis d'avoir des options autres. Est-ce qu'on a un coin calme? Est-ce que l'enfant peut, quelque chose sur quoi il peut frapper, des coussins ou quelque chose comme ça, déchirer du papier? Comment tu peux faire sortir cette agressivité-là, dans le fond, d'une façon acceptable pour réguler, arriver à réguler un peu, puis à ce que ça devienne acceptable dans tes relations avec les autres, tu sais. C'est vraiment des belles solutions. Christine, David, un gros merci pour ce matin. C'était vraiment inspirant, votre témoignage. Merci. C'était un plaisir, vraiment. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Mé Gascon, accompagnatrice éducatrice spécialisée, qui nous parle de ce qu'elle vit en accompagnement aux enfants à besoin de soutien particulier. Bonjour Marie-Mé. Salut Fred, ça va? Bien toi, merci d'être là. Oui, merci, c'est un plaisir. Les besoins avec les enfants de soutien particulier ont augmenté au fil des dernières années. Comment peut-on faire la différence sur le plancher? Bien, c'est sûr que oui, les besoins ont vraiment augmenté, puis c'est primordial comme équipe de prendre le temps d'être à l'affût des besoins des enfants et des besoins du personnel. Puis en étant à l'écoute de ces besoins-là, on est capable de les accompagner puis de les soutenir adéquatement. Puis ça, c'est important parce que des fois, juste en ayant des moments d'accompagnement qui sont déjà planifiés dans une journée ou de façon spontanée lors d'un événement, bien, ça peut changer toute la journée d'une éducatrice ou d'un éducateur. Là, ça change l'ambiance du groupe, l'ambiance du local, puis ça change comment est-ce que la personne peut se sentir aussi. Quelle est, selon toi, la meilleure façon de faire de la détection en petite enfance pour nos enfants à besoin? Bien, en premier lieu, c'est d'avoir une bonne connaissance du développement des enfants. Puis, une fois qu'on a cette connaissance-là, bien, c'est de faire de l'observation au quotidien, mais dès leur plus jeune âge. Donc, là, dès leur entrée à la pouponnière. Puis, après ça, on va mettre ces observations-là dans nos grilles de développement. Puis ça, bien, ça nous permet d'avoir des petits sons de cloche, des fois, sur des enfants qui auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Fait que ça nous permet de les voir là, très tôt en faisant ces observations-là. Fait que plus on les attrape jeunes, mieux c'est, dans le fond. Oui. Pourrais-tu nous partager la meilleure façon d'intervenir avec l'enfant que tu accompagnes et qui est parfois plus désorganisé à certains moments? Comment qu'on fait? Bien, c'est sûr que la première chose, quand on intervient avec un enfant qui est en désorganisation, ça va être d'intervenir avec de l'écoute et de la bienveillance, du calme. Un enfant qui se désorganise, bien, c'est un enfant qui vit une grosse émotion ou un gros événement qui n'arrive pas à comprendre ou à gérer. Fait qu'on lui permet de vivre ce moment-là dans la bienveillance. Ouais. Puis ça serait quoi ton meilleur atout pour accompagner les enfants en défi, si tu ferais un truc à nos auditeurs? Ça prend de la patience. Oui, c'est ça. C'est certain. Il faut y aller doucement. Puis ça prend de la compassion. Il faut être capable de voir que ces enfants-là, bien, ils ont juste besoin qu'on les accompagne, qu'on soit là pour eux, puis de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, puis prendre le temps de s'arrêter pour vraiment les écouter, puis les comprendre comme il faut. Je te remercie d'être aussi inspirante, Marie-Mé, c'était vraiment intéressant. Et ça fait plaisir. Bonjour Nadia. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Ça va, merci. Alors toi, comme éducatrice spécialisée, tu as un parcours spécial. Tu vas nous parler de la formation continue que tu as faite avec notre CPE. Quels sont les avantages de pouvoir travailler et étudier en même temps? C'est sûr que l'avantage est très important, le fait de mettre en pratique la théorie sur le plancher avec proche des enfants, proche des éducatrices. Ça vient concrétiser les informations et les notions théoriques. C'est comme ça, un petit laboratoire à portée de main pour mettre toutes tes acquis Et que voilà. tu as faites. Super. Exact. Ton employeur a payé ta formation. En quoi, dans ta pratique quotidienne, ça a changé ton approche au travail? C'est pas juste le financement, c'est aussi l'encouragement, la motivation, ça vient tout ensemble. On s'en supporter, là, ce que je comprends. Exact, oui. Ouais. Comment accompagner les éducatrices au quotidien avec les enfants à besoin de soutien particulier?
C'est sûr que ça se passe sur le plancher. Avec l'éducatrice, avec ses observations, moi je viens avec mes observations plus ciblées pour chercher les besoins non comblés. Il faut aller chercher la zone approximative d'apprentissage de l'enfant. Pas faire des activités trop dures, pas non plus trop faciles, pour aller chercher un pas en plus, sans brusquer l'enfant. D'accord. C'est dans ce sens-là. Puis quel serait ton meilleur atout pour accompagner les enfants à défi? L'atout, là, c'est l'empathie. Il faut être toujours dans l'aide et le focus sur le besoin de l'enfant. Oui, Ça vient l'accompagnement, l'empathie, la considération Ouais. et surtout la congruence. Super. Hey, merci Nadia, c'était vraiment inspirant comme parcours. Merci. Merci à vous. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission, afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités, ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur notre prochaine émission. En tout temps, vous pouvez consulter notre site internet partagerpourgrandir.com et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!